Bonjour. Nous commençons à nous approcher de la fin de ce MOOC cours en ligne sur le design thinking. Il est temps de commencer à faire une synthèse, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc on va en profiter pour repréciser quelques éléments avant de nous quitter bientôt. Alors, il nous faut rappeler que le design thinking représente en fait une pratique élargie du design industriel, intégrant une phase de recherche préliminaire, et ça établit aussi un espace de collaboration efficace, capable de fédérer des cultures métiers différentes, mais sans hiérarchie, mais avec structure. Notamment par la méthode que IDEA a développée à partir du travail de Tim Brown. Notre objectif était donc de proposer une approche opérationnelle, mesurable et partageable du projet. Rappelons quelques enjeux. Alors, je vais citer Jonathan Ive, qui parle de son métier. Quelque chose qui définit bien le designer, c'est la manière dont il regarde le monde. Dès qu'on regarde un objet, on se demande pourquoi c'est comme ça et pas autrement. C'est la malédiction du métier. Alors je trouve que cette petite phrase de Jonathan Ive, designer manager de Apple, illustre quelque chose que n'importe qui d'entre nous, y compris non-designers, nous sommes capables de faire, c'est de regarder réellement le monde qui nous entoure en fait, et de nous poser la question pourquoi c'est comme ça. À partir de là, effectivement, on peut commencer à être en curiosité, un terme que j'avais utilisé dans les premières leçons, et qui va nous rendre un peu plus agiles à contrôler notre environnement, en tout cas à essayer de mieux le comprendre, pour se mettre en état de projet, et peut-être de projets d'innovation. Mais alors pourquoi innover ? On s'était posé la question, rappelez-vous, au début de ces cours. Alors évidemment, bien sûr qu'il faut innover. Il nous faut innover pour survivre économiquement, voire aussi socialement. On peut aussi innover pour exister, parfois c'est quand même suffisant. Vivre mieux sans doute. Voilà, donc les enjeux sont quand même extrêmement importants. Sans parler aussi du processus de restructuration, par exemple, de services publics, étatiques, etc. Alors la nécessité d'innover nous impose un processus qui est quand même un peu plus long que d'habitude, qui est imprévisible et assez peu contrôlable. Donc c'est pour ça qu'il faut lui donner un cadre le plus structuré possible pour répondre à cette spécificité donc qu'est l'innovation. Ensuite, on sait qu'une innovation, ça ne se décrète pas comme ça ex nihilo, ça se planifie que difficilement. Donc ceci explique qu'elle naît souvent aux marges des entreprises existantes, de leur organisation, et dans des interactions avec des acteurs très très différents. J'aimerais aussi rappeler ce que des scientifiques disent de l'innovation. Ils disent que c'est l'émergence de l'aléa ou du fortuit. Mais alors comment fait-on sur un plan managérial pour intégrer cela ? C'est pas évident dans la vie réelle d'une entreprise. Combien de chefs d'entreprise, de patrons sont prêts à accepter des modes de fonctionnement favorisant l'innovation de ce fortuit ? Alors, des experts nous proposent de bâtir cela sur la liberté et la confiance. Développer ce point serait un autre MOOC à lui tout seul, je pense. Ensuite, comment générer des idées ? Alors, notre approche de design thinking, par son aspect transversal, pluridisciplinaire et par la méthodologie utilisée notamment dans les phases préliminaires, phase 0, veille, phase 1, construction des hypothèses de travail, propose une règle du jeu, un mode opératoire finalement pas très compliqué, qui en mélangeant des items qui d'habitude ne cohabitaient pas, va nous permettre effectivement de découvrir de nouvelles idées. Alors cet adossement d'une telle pratique ne se fait pas sans intégrer le sensible, vous l'avez vu, et nous avons vu justement que la recherche qui est faite dans l'art, et notamment l'art contemporain, peut nous aider énormément dans cette quête. Nous avons vu aussi que les sciences humaines et sociales nous permettent de donner sens, de savoir comment faire cette cuisine en quelque sorte entre ces items que nous allons voir dans tel domaine, l'art contemporain pour reprendre cet exemple, et puis un exemple anthropologique par ailleurs. Il y a cette profonde intimité de démarche entre la démarche projet, le design et les sciences humaines et sociales, on l'a vu, nous a permis de donner forme à de nouveaux concepts et de nouveaux usages. Et là, je vais revenir sur une définition officielle du design, celle de Lixide, que vous voyez donc en légende. Et je vais tout de suite la mettre en relief par une autre approche en fait, du design qui a été donnée par Herbert Simon, qui a été prix Nobel d'économie, donc il y a déjà un certain temps.
Il dit « La raison d'être du design est de proposer un état préférable à un état existant ». Voilà, et je remercie Frédéric Beuvry, designer manager de chez Schneider Electric, de m'avoir fait connaître cette citation que je trouve à la fois très courte et très très efficace. Revenons au design thinking selon IDEA. On a vu que donc, notre approche faite à partir du travail de Tim Brown, grâce à une approche cohérente sur 3 dimensions, la viabilité, la faisabilité et la désirabilité, nous permet de naviguer dans des contextes complexes. Et on l'a vu, le monde réel, c'est la complexité, et l'apparition de l'innovation, c'est d'être capable de discerner dans cette complexité. Donc le design thinking est aujourd'hui une alternative reconnue et pertinente pour manager ces projets complexes d'innovation dans une époque qui recherche des nouveaux modèles, donc pour faire face à de profondes interrogations autour de la globalisation, par exemple multipolaire, et aux révolutions socio-techniques auxquelles nous sommes confrontés de plus en plus. Donc cette pensée commence à trouver des espaces pour être développée, enseignée et pratiquée, comme ici. Nous avons vu aussi que ce qui était intéressant dans cette démarche, c'était on savait ce qu'on faisait en termes d'innovation par cette approche du design thinking. C'est-à-dire qu'entre désirabilité, faisabilité et viabilité, nous savions situer une innovation émotionnelle, une innovation d'usage, une innovation de process. Et dans le meilleur des cas, une innovation dite expérientielle qu'on arrive à regrouper, donc ces 3 différents types d'innovation. Nous avons vu aussi comment organiser dans le temps le processus projet. Donc on a vu qu'on avait déterminé 5 phases, qu'on a d'ailleurs appelées 0, 1, 2, 3, 4, pour faciliter le travail pour tous. Et donc on va refixer justement certains éléments qui avaient été un petit peu floutés dans notre cours à certains moments. Donc la phase 0, veille et exploration. L'objectif, vous l'aviez vu, c'était de définir une posture à travers un travail de veille extrêmement large, mais qu'on va structurer au fur et à mesure de l'avancement du travail, donc pour générer cette posture par rapport à la thématique proposée. Ensuite, la phase 1, recherche et proposition. Donc à partir de cette posture, du travail de veille, on va déterminer des hypothèses de travail. Et on n'ira pas au-delà à ce moment-là. Ensuite arrive la phase 2, qu'on a nommée développement et évaluation. Alors c'est la partie un peu itérative en mode opératoire du projet, puisqu'on va travailler avec des utilisateurs, avec aussi d'autres spécialités dans le projet. C'est le moment effectivement d'élargir le cercle des compétences du projet. Et donc de cela, on va fonder soit des axes design, soit des avant-projets. Ensuite, la phase 3, expérimentation et finalisation. Alors, on l'a compris, on choisit un avant-projet ou un axe design et on en fait la proposition finale, en la décrivant absolument dans tous ses aspects. Vient enfin la phase 4, valorisation et déploiement. Nous venons d'en parler récemment, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Ensuite, nous sommes servis du projet Aqua Urbana que nous avions donné aux étudiants à peine quelques mois avant de lancer le MOOC. Et ce qui nous a permis d'illustrer par des exemples concrets, en fait, le type de formalisation, d'attendu, d'objectifs, phase à phase. Alors le projet Aqua Urbana, nous l'avons proposé aux étudiants. Nous avons proposé donc cette thématique. Évidemment, le lieu d'application ne sera pas forcément Confluence à Lyon. Vous êtes un peu partout en France et à l'étranger. Et c'est très bien. Ça élargit justement là aussi le champ des possibles. Nous devons dire pour l'équipe que nous avons été surpris agréablement de la qualité des projets présentés pour le moment, à l'étape actuelle de leur développement. Ils sont au début, donc pour vous étudiants du circuit complet du MOOC IDEA, mais aussi par la qualité des échanges qu'on a pu avoir non seulement sur les forums, mais aussi sur les meet-up. Et d'après ce qu'on a vu, il n'est pas impossible que certains de vos projets puissent effectivement faire l'objet de prolongements et d'exploitation. Et puis, vu certaines dérives, je fais encore un mea culpa sur certaines terminologies qui ont été utilisées, donc on a édité ce tableau qui nous permet de bien placer par objectif les différents types d'attendus. Donc on parlait de la posture, des hypothèses de travail, des axes design ou avant-projet ou concept design, et enfin de la proposition finale.
Nous avons vu aussi l'importance des usages dans la démarche de design thinking. Et là aussi, c'est un cours assez récent, je ne vais pas le redévelopper. Nous avons vu aussi son imbrication avec les sciences humaines et sociales et l'importance des enjeux de l'innovation par l'usage. Les enjeux de la forme aussi, et enfin pratiquement dans la démarche de projet. Donc on s'est servi d'une espèce d'image, de métaphore, pour être précis. On a comparé donc la construction d'une image à la construction d'une histoire par le texte. Donc quand on écrit une histoire, il faut choisir un langage, il faut savoir à qui on s'adresse, et puis on doit répondre à deux questions essentielles. Que devons-nous raconter? À qui nous adressons-nous? Et pour vous aider dans cette démarche, nous avons proposé notre construction donc, des composantes de la forme avec cette matrice à 5 entrées. Enfin, l'efficacité de cette démarche pour créer de nouvelles entreprises, de nouveaux services. Philippe Zilberzahn vous a parlé de ce sujet finalement dans la leçon précédente. On voit bien que l'approche effectuelle de la construction d'activités innovantes est en rapport assez étroit justement avec l'approche design thinking qui ne sait pas prédéterminer au début du projet quelle sera la nature de la proposition finale. Cela nous permet d'ouvrir nos champs d'action. Moi-même, designer, depuis effectivement que je suis dans le programme IDEA, je vois un peu plus largement les implications de mon métier, tant sur le plan pédagogique que pour mes clients et les partenaires industriels d'IDEA. Ensuite, je vous propose un petit jeu. Nous allons prendre une entreprise connue, qui a des produits très connus, Dyson, pour en prendre les bons. Et puis on va se dire, mais au fait, le métier de Dyson semble être plutôt du côté de l'électroménager, certes. A-t-il une démarche de design management jusqu'au design guide? Pas sûr. Et quelle aurait été sa posture de départ pour justifier la manière dont il traite les problèmes liés à l'entretien de notre environnement immédiat? Alors cette entreprise aspire notre poussière, nettoie nos moquettes, sèche enfin nos mains dans les espaces publics, nous ventile et nous réchauffe. Mais si son métier c'est l'électroménager, comment fait-il par rapport à certains de ses concurrents européens pour continuer à avoir des places de marché vraiment extrêmement enviables donc sur un marché très très concurrentiel? Il ne se bat pas sur les prix, il ne se bat pas sur la qualité. Il fait juste les objets les plus chers et les plus efficaces. Mais cela suffit-il? Alors, on peut dire qu'il aspire mieux parce qu'il n'a pas de sac, mais ce n'est pas tout. C'est aussi parce qu'il a inventé cette forme de l'air particulière qui sont ces deux cyclones côte à côte, qu'il a d'ailleurs un petit peu emprunté aux aspirateurs de série industrielle, parce que quand il était jeune, il habitait en Écosse, il habitait à côté, semble-t-il, d'une série industrielle. Vous reprendrez, spectateur, si mon histoire est juste ou pas. Il nous ventile ou nous réchauffe en donnant une forme de tuyau sans à-coups à l'air, donc pour nous ventiler, nous réchauffer, ce qui est complètement différent de tous les appareils à ventilateur classiques existants. Et puis enfin, il sèche nos mains en donnant une forme et une vitesse à cette forme d'air particulière qui sont ces deux fentes quasi supersoniques et qui effectivement est capable de sécher nos mains. Alors, suite à ces constats, quelle serait sa posture ou son ADN de marque qui dirigerait au quotidien finalement ses actions? Alors, je vous propose cette phrase suivante. Voilà, Dyson est sculpteur d'air. Voici son vrai métier. Il sculpte l'air, le met en mouvement pour notre bien-être. Ce pourrait être une belle posture pour la communication et le marketing de design, non?